va attaquer ce temps de conclusion d'une bien belle journée, parce qu'on peut dire qu'avec toutes les rencontres qui ont eu lieu, c'était une journée très instructive, qui se termine en beauté quand on voit cette belle halle avec autant de monde sur votre belle commune de Fontaine. Donc on n'est pas dans un format meeting, donc on ne va pas faire 2 heures de prise de parole, on a quand même une série d'interventions. Nous avons lancé des invitations et puis je vais partir à partir de 2 ou 3 réactions qui ont été faites suite à cette invitation à rencontrer Fabien Roussel ce soir et participer avec vous tous. Les citoyens nous interrogent et nous posent la question, notamment le premier d'entre eux nous dit c'est pas le problème actuel des Fontainois, le problème des Fontainois c'est les loyers, le pouvoir d'achat et puis les places de parking. Alors les places de parking, on verra dans les ateliers municipaux, ils pourront le régler à ce moment-là. Toujours est-il que pour ce qui est des 2 premiers problèmes, nous, la section de Fontaine, on ne peut pas dire qu'on n'a pas pris notre part au boulot. Hein, parce que entre notamment la défense des services publics, le retour de la Poste grâce à l'action du Parti communiste quand même sur la commune de Fontaine, toutes les batailles pour l'école, contre les fermetures de classes, contre le choc des savoirs, en soutien aux enseignants, à l'absence d'enseignants aux différents collèges de Fontaine, que ce soit nos campagnes sur le pouvoir d'achat, contre l'austérité, contre la réforme des retraites, je crois qu'on est en phase avec la population. La deuxième intervention qu'il avait, cette personne nous dit c'est un problème, il a pris la définition du dictionnaire et dit c'est un problème international et ça ne se règle pas à Fontaine. Ça ne se règle pas à Fontaine, n'empêche qu'au niveau de la métro, que ce soit dans notre commune, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Échirolles ou à Saint-Martin-d'Air, les conséquences, même si le trafic est international, d'après sa définition, les conséquences, en tout cas, elles sont locales. Et nous devons prendre à chaque niveau nos responsabilités pour régler les différents problèmes. Le troisième interlocuteur nous dit, ça, la sécurité liée au trafic de drogue, c'est le problème de la droite. Effectivement, la droite se l'est accaparée. Mais elle a été incapable jusqu'à maintenant de régler le problème puisqu'il ne fait qu'empirer. Je dirais même qu'elle l'instrumentalise et qu'elle divise, elle cherche à diviser notre société en essayant d'instiller quand même quelques idées identitaires et sécuritaires. Je pense qu'il y a des réponses progressistes à ce problème des narcotrafics. Le Parti communiste est tout à fait légitime pour prendre le problème à bras-le-corps. On remercie Fabien Roussel d'avoir mis les mains dans le cambouis parce qu'il fallait s'y attaquer à ce problème. Pour l'instant, il est bien seul. On va essayer, nous, de l'aider de notre côté et puis on espère qu'il y en a d'autres qui vont décider à venir sur ce terrain-là. Comme vous le voyez, tous ces problèmes de narcotrafic, ce sont les signes d'une société qui pourrit. C'est cette société libérale qui pourrit, c'est-à-dire c'est la violence, c'est l'argent facile, c'est l'individualisme, c'est l'exclusion. C'est tout l'inverse du projet dont nous sommes porteurs, le projet des jours heureux et du bonheur pour tous. Merci. Claudine Didier et Renaud Lugli. Allez-y tous les deux. Ils ont l'honneur de conduire la démarche de rassemblement initiée par les communistes en perspective des prochaines élections. Bonsoir mesdames, messieurs, chers camarades et amis. Donc le thème de cette rencontre, comme vous le savez, cette rencontre populaire, elle porte notamment sur l'insécurité et le narcotrafic. Mais on va d'abord parler de Fontaine. Les camarades parleront de leur autre ville ensuite. Donc concernant la circonscription de la police nationale, Fontaine fait partie d'un regroupement de 7 villes, et pas des moindres: Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, La Tronche et Gières. Avec des effectifs de police nationale en baisse massive depuis le gouvernement Sarkozy, notre sentiment d'insécurité progresse. Mais je dis stop à ce sentiment, parce que ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Aujourd'hui, que nous vivons
toutes générations confondues. La multiplication des caméras, décidée par le maire macroniste Franck Longo, donc le maire de Fontaine, ne résout absolument rien. Il a d'ailleurs fermé les locaux du service prévention et nous n'avons même plus de médiateur. Les caméras ne remplacent pas la nécessaire proximité des professionnels à l'école, dans nos collèges et dans nos quartiers. Il est aussi primordial de travailler sur les dangers de l'économie souterraine. Nous n'avons pas de position de principe contre les caméras, mais les études scientifiques sont claires, cela ne marche pas. À Fontaine, le peu de caméras qui en réalité fonctionnent, parce qu'il y en a d'installées, mais elles ne fonctionnent pas toutes, eh bien, elles servent plus à faire des contraventions qu'à arrêter la délinquance. Par des actions éducatives, sociales et de médiation, des solutions existent pour sortir les jeunes et les familles de la dépendance économique liée au trafic. Alors à Fontaine, il existe un bureau de police, pour ceux qui le connaissent. Eh bien, les locaux, c'est à pleurer. Ils sont très vétustes. Il y a des horaires de bureau, donc difficile pour les Fontainoises et les Fontainois d'y accéder et de se présenter après leur travail. Et en plus, on attend sur le trottoir qu'on vienne bien nous chercher. Donc selon ce qu'on doit déclarer, ça peut être très compliqué. Je pense notamment aux femmes victimes de violences conjugales. Donc une fois qu'on vient nous chercher, il faut monter des escaliers. Donc il faut être valide. Les gens pas valides, eh bien ma foi, ils n'y vont pas. Alors, il faut dire stop à cette dégradation que nous avons au niveau de la ville, au niveau d'autres services publics également. Et pour cela, nous avons besoin d'un commissariat de police, entre autres. Et nous lançons ce soir une pétition qui est à la table de la documentation, là-bas, pour celles et ceux qui souhaitent la signer. Ensuite, ce sera sur les réseaux sociaux. Et donc, on vous invite à signer cette pétition. Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, le 13 décembre, nous faisons une nouvelle rencontre des Jours Heureux à la section à 18h30, le vendredi 13 décembre. Maintenant, au 14 avenue Aristide Briand, c'est à côté des Fontainades, un des points de deal en parenthèse. Je passe la parole à Renaud. Merci. Alors, Claudine a dit beaucoup de choses. Moi, je voulais revenir aussi en disant que le samedi 14 septembre dernier, notre commune de Fontaine a connu une nouvelle tragédie sanglante avec une fusillade de 2 personnes, dont une est malheureusement décédée depuis. Le trafic d'armes et de drogue sont un poison pour notre société. Il représente ce qu'il y a de pire dans le système capitaliste, où des têtes de réseau s'enrichissent sur d'autres de manière pyramidale. Le règne de l'argent prime sur la vie humaine et les premières victimes sont les habitants de nos communes populaires. Je vais aller un peu plus loin parce que moi je suis éducateur et la semaine dernière il y avait une collègue de travail qui travaille pour l'ASE dans une MEX, non loin d'ici à Noyaré. Elle m'expliquait que du coup il y a carrément des dealers qui viennent recruter des enfants, plus des adolescents, à venir faire, comme on dit, chouf, surveiller en fait les points de deal. Et en fait, ils leur donnent de l'argent et du coup, en fait, ils fuguent et ils sont plus dans les foyers de l'enfance à construire leur avenir, etc. Et ça se voit aussi dans nos quartiers où les premières personnes qui sont touchées, en fait, c'est nos jeunes qui sont juste à côté de nous. Et du coup, ils les embrigadent là-dedans. Mais parce que, Fabien Roussel en parlera sûrement peut-être un peu mieux, mais les salaires, ils n'augmentent pas, etc. Et donc, du coup, ils se réfugient là-dedans et on peut pas l'accepter, mais on peut le comprendre. Face à cette situation désespérée à Fontaine, le maire se contente de grandes déclarations dans les médias. Il se dédouane de sa responsabilité de premier officier de police judiciaire de notre commune. Il fait plein de grands discours, M. Longo, mais il masque du coup son impuissance à résoudre ce qu'il avait annoncé comme sa priorité de mandat, la lutte contre la sécurité. C'est un échec, hélas, pour nous tous, nous toutes et tous, Fontainois et Fontainoises. C'est lié à l'abandon des services publics de prévention, comme le disait Claudine.
Ça aggrave les tensions et ça nuit au nécessaire vivre ensemble espéré par toutes et tous. En 4 ans, M. Longo parlait de sécurité, mais ça ne marche pas parce qu'il a supprimé les postes de médiateurs. En 4 ans, M. Longo parle de sécurité, mais il a résilié la convention qui permettait à des agents de sécurité et des bailleurs sociaux d'intervenir devant les montées d'immeubles. Durant 4 ans, M. Longo a déménagé le point d'information jeunesse et de mission locale de la place Maisonnat. Et il a également fermé le service de prévention qui a assuré une veille de proximité sur le quartier Maisonnat-Fontainade, juste à côté de nos sections, avenue Aristide Briand. Finalement, en 4 ans, M. Longo n'a même pas su garder son équipe de police municipale au complet. Et ces caméras, comme le disait Claude Dean, ne verbalisent pas la vraie délinquance. C'est vraiment un aveu d'impuissance et d'inaction de sa part. Et à chaque fois que les services publics reculent dans notre ville, cela laisse place nette à ces réseaux mafieux. Et avec la fin de la police de proximité en 2007, ça a grandement aggravé la situation. Je prends l'exemple aussi d'un voisin, un gendarme à la retraite. Il m'expliquait, il était à Moiran avant, et il m'expliquait, avant 2007, il avait le temps d'aller boire un café dans un troquet, juste à côté, à midi, après son repas, ou même en milieu d'après-midi. Et il avait du lien avec les habitants. Il connaissait les situations. Et du coup, il avait une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là a été perdue finalement un petit peu. Voilà, et donc du coup, ça faut l'avoir en tête. Depuis 2007, la police, c'est du chiffre et du chiffre. Et un peu comme les caméras ici à Fontaine. Et comme l'a dit Claude Dean, nous nous battrons aux côtés de vous toutes et tous qui expriment légitimement votre ras-le-bol de cette situation pour le retour du coup des actions de médiation et de prévention dans notre ville et pour un commissariat de plein exercice sur Fontaine ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à Jérémy. Ils en ont parlé, des choses sont possibles. Des choses sont possibles aussi au niveau local, et donc c'est pour ça qu'on a tenu à avoir des témoignages d'élus locaux de communes pas très loin d'ici. Et donc David Quéros s'étant excusé, je vais passer la parole à Michel Verret, du coup sa première adjointe en charge de ces questions-là à la mairie. Cher Fabien, chère Amandine, chère Claudine et Renaud, mesdames et messieurs, bonjour, chers camarades. Le maire de Saint-Martin-d'Herbe, effectivement, comme vient de le dire Jérémy, David Quéros va charger de vous présenter ses excuses pour son absence ce soir. Je veux remercier Fabien. Toute la journée à Échirolles aussi, à Saint-Martin-d'Herbe, tu as pu et su échanger avec les élus et des agents publics ainsi que des habitants qui, par leurs initiatives, des moyens déployés, prennent à bras-le-corps le combat contre le trafic de stupéfiants qui gangrène nos villes, comme il en pourrit beaucoup d'autres en France. Ta venue est aussi l'occasion de répondre à ces petits bruits que certains ont plaisir ou utilité à propager, parce que nous serions de gauche, nous les saurions faire. Parce que nous serions communistes, nous ne saurions pas agir. Eh bien non, nous ne détournons pas les yeux des problèmes. Nous les affrontons, nous agissons. Amandine à Échirolles l'a démontré avec courage dans son action avec le CARA. David à Saint-Martin-d'Herbe l'a démontré avec détermination avec l'assèchement d'un point de deal qui rapportait 20 à 30 000 euros jour. Voilà 2 faits, 2 victoires. Certes, elles restent précaires. Certes, elles ne sont en rien définitives. Mais elles disent bien une chose, nos villes de gauche et communistes ne sont pas dans l'angélisme. Face au deal, nos villes sont engagées dans un bras de fer quotidien. Mais notre objectif est clair, c'est la reconquête de l'espace public, pas à pas, sans jamais reculer. C'est une lutte longue, mais c'est une stratégie qui paye, si on s'en donne les moyens et si on nous en donne aussi des moyens. Pour y arriver, la seule méthode que je connaisse, c'est le partenariat, l'action et la mobilisation collective. En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, il n'y a pas de pensée magique.
Et ceux qui disent obtenir la solution miracle, méfions-nous-en. Pour s'opposer à cette mafia, à ce banditisme, il y a d'abord, avant tout et surtout, les moyens que tous les acteurs peuvent mobiliser. Il faut des policiers municipaux, assez nombreux, qui aillent sur tous les terrains, de proximité, dans la fermeté contre les dealers et dans l'écoute des habitants. Il faut qu'ils patrouillent avec la police nationale, qui elle aussi doit être en nombre. Il faut que les bailleurs soient engagés et vigilants, prêts à agir contre les mésusages et les comportements inacceptables. Il faut évidemment que la justice soit présente, réactive et à l'écoute. Il faut des institutions scolaires attentives aux situations de décrochage. Tout cela doit agir ensemble. Pour répondre à armes égales, c'est tout le service public qui doit avancer ensemble. À Saint-Martin-d'Hères comme à Échirolles, nous ne voulons pas donner la leçon et comment agir face à cette mafia qui est désormais partout en France. Mais que personne ne vienne nous donner des leçons d'angélisme ou de faiblesse. Voilà bien longtemps que nous menons ce combat et les habitants le savent, le voient et pour beaucoup aujourd'hui nous remercient pour notre action. Mais maintenant que le problème est désormais partout, qu'aucun territoire ni aucune commune ne peut s'en tenir à l'abri, peut-être que ce que nous disons depuis très longtemps va être enfin entendu. Face à l'économie du crime, la seule puissance capable de répondre, c'est la force de tout le service public. Et nous en avons besoin de toute cette force. En tant qu'élu local, je peux vous faire cette confession partagée par beaucoup de mes collègues. Nous n'avons jamais été aussi préoccupés par l'ampleur du trafic. Une inquiétude profonde qui se justifie par la violence sans retenue que les dealers exposent désormais. Notre bassin grenoblois raconte la chronique quotidienne de cette criminalité décomplexée. Mais cette chronique pourrait être faite partout en France, ainsi que l'établit la récente commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Comme élus, citoyennes et femmes de gauche, ce qui m'accable le plus, c'est que ce fléau frappe d'abord délibérément les plus vulnérables, les plus fragiles, la jeunesse ou les personnes en précarité économique et sociale. C'est un système d'exploitation moderne qui broie des vies, les utilise et les met en danger et nous met toutes et tous en danger. Face à cette menace nationale, la République doit agir sur ses deux pieds. Le premier, c'est la République qui prévient et qui préserve. Le second, c'est la République qui protège et qui se défend. Et pour que deux avancent avec efficacité, nous avons besoin de l'État, pas de coup d'éclat. Une République qui avance sur ses deux pieds, c'est une République qui propose à ses citoyens, des enseignants et des policiers, des centres de santé, des bureaux de police de proximité, des éducateurs et des magistrats. C'est une République qui mène des campagnes de prévention massives envers les consommateurs, comme elle sait engager les moyens nécessaires pour mener les enquêtes de fond sur les meneurs de ce trafic, autant que sur les petits lieutenants du deal présents dans nos communes. À l'inverse, qu'avons-nous? Un manque criant de moyens, services d'enquête démunis, magistrats débordés. Voilà le constat du rapport sénatorial. Et ici, nous sommes toutes et tous certains qu'il en est de même dans tous les corps de la fonction publique. Pourtant, en face de nous, il y a des trafiquants qui génèrent un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros au minimum chaque année. Au même moment, c'est le gouvernement qui veut réduire les moyens d'action du service public national et local. Cette bataille contre le trafic nécessite donc de la cohérence et une mobilisation sans précédent devant des intérêts mafieux qui ont des moyens sans précédent. C'est un enjeu national qui exige une réponse nationale, mais cela n'exclut en rien une mobilisation complète des forces locales. La mobilisation à tous les niveaux est une exigence et la condition d'une victoire que nous voulons tous croire possible. La dignité de notre jeunesse, l'avenir de nos territoires, les valeurs de notre République sont en jeu. Je vous remercie. Amandine Demort, merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, et puis pour parler d'un sujet qui est quand même déterminant pour notre quotidien et pour celui de nombre de nos concitoyens et concitoyennes, la sécurité publique et la lutte contre le narcotrafic. Je veux d'abord remercier mes camarades fontainois pour cette invitation, Renaud et Claudine, ainsi que Jérémy Giono, notre secrétaire départemental, et aussi Michel Verret, première adjointe au maire de Saint-Martin-d'Hères. Et bien sûr, merci à toi, Fabien, pour ta présence avec nous ce soir, mais aussi tout au long de cette belle journée durant laquelle j'ai eu le plaisir de t'accueillir à Échirolles lors du rassemblement citoyen que j'ai lancé dans le cadre de la mobilisation qu'a eu la ville et ses élus pour obtenir, nous aussi, un commissariat de plein exercice sur le territoire communal. Et d'ailleurs, nous étions près de 400 aujourd'hui réunis devant l'hôtel de ville. Et c'était une fort belle mobilisation parce qu'au-delà de la pétition, nous avions besoin de faire entendre notre voix avec la plus grande force. Vous le savez, je suis maire d'Échirolles depuis un peu plus d'1 an maintenant, et j'ai eu affaire à de nombreuses problématiques liées à la question de la sécurité publique. Avant cela, j'ai eu la chance d'être la première adjointe de Renzo Sully. Depuis 2020, j'avais la chance d'être sa première adjointe, en charge notamment des questions déjà de sécurité et de prévention. Et dans ce cadre-là, j'avais eu à gérer en juin 2023 la question des émeutes urbaines que nous avions vécues suite au meurtre du jeune Naël à Nanterre. Et ces émeutes qui ont tout d'abord démontré, j'ai envie de dire, un réel malaise d'une partie de notre population dans les relations qu'elle pouvait avoir avec les forces de l'ordre. Le meurtre de sang-froid d'un jeune qui a bouleversé tout un pays, et même si manifestement Naël s'était rendu responsable de plusieurs actes de délinquance, rien ne peut justifier sa mort dans ce cadre-là. Il ne méritait pas de mourir pour cela, et tous ceux qui affirment le contraire font insulte à notre humanité collective. Durant ces événements, il y a un peu plus d'1 an, les émeutiers, qui étaient principalement organisés par les dealers, enfin c'est ce que j'ai constaté sur ma ville, à Échirolles, voulaient s'en prendre avant tout à la police nationale. Ils voulaient, comme on dit, casser du bleu, mais par contre, pas s'en prendre à la police municipale. De même que la butte, ce bâtiment public qui est le cœur battant de la Villeneuve d'Échirolles, est resté quasi intact, alors que les émeutes se déroulaient à quelques dizaines de mètres de ce même bâtiment, car ces jeunes, ils savaient ce que représentait ce bâtiment, où un grand nombre quand même d'animations à destination des jeunes et des familles se tenaient. À Échirolles, nous avons eu relativement peu de dégâts, et ce ne fut pas le cas d'ailleurs d'autres villes, comme d'ailleurs Fontaine, où il y a eu de grosses difficultés, ou ailleurs dans le département, notamment parce que nous avons fait le choix à Échirolles, et c'était peut-être risqué, de gérer cela essentiellement avec le soutien des habitants et habitantes des différents secteurs concernés. Aujourd'hui, la situation a quelque peu changé. Tout le monde en témoigne, les points de deal ont muté, et nous connaissons d'ailleurs de moins en moins les jeunes qui s'adonnent au trafic. On assiste à de l'intérim chez les dealers, avec des individus qui viennent de l'autre bout de la France pour effectuer une mission de quelques jours avant de repartir. Les trafiquants, et ça a été déjà rappelé, exploitent de plus en plus les mineurs non accompagnés, ils profitent de leur vulnérabilité, de leur précarité, pour en faire des travailleurs Kleenex, et comble du cynisme, en profitent même pour faire du dumping social avec les autres petites mains. En somme, on voit le capitalisme dans sa forme la plus débridée, la plus dérégulée et la plus prédatrice. Alors, oui, face à ce constat, j'ai décidé de porter avec force et détermination les enjeux de la sécurité publique. C'est d'ailleurs ce que nous faisons à Échirolles depuis des années. Ça n'a pas toujours été simple.
J'entendais tout à l'heure parler de l'exemple de Fontaine, parce que nous, quand on a décidé d'installer les caméras à Échirolles au milieu des années 2000, ça n'a pas été simple du tout. Moi, je n'étais pas encore élue à cette époque-là, mais les débats, croyez-moi, ont été rudes, parce que nous étions, y compris les premiers en Isère, à installer ces caméras. Pour ma part, je ne considère pas que nous devons nous voiler la face sur ces sujets. Je ne dis pas que les caméras, et je partage votre point de vue, ça n'a rien de miraculeux sur la question du trafic de stupéfiants, mais par contre, ça nous permet, c'est un élément supplémentaire dans notre dispositif sur un territoire qui est extrêmement dur sur la question du trafic de stupéfiants. Ces sujets, ça a été rappelé aussi, ils ont été longtemps laissés à la droite et à l'extrême droite, alors que nous avons, nous, militants et militantes de gauche, une voix singulière et une voix progressiste à porter sur les enjeux de la sécurité publique. Quand on est de gauche, on prend soin de nos concitoyens et concitoyennes. Le narcotrafic et l'insécurité qui en découlent, ça a été rappelé, ça pourrit la vie des habitants et des habitantes et des classes les plus populaires quand même de nos villes. Le narcotrafic, il se nourrit de cette grande précarité, il exploite la misère, et je refuse que nous abandonnions ces habitants et ces habitantes. Quand on est de gauche, nous défendons le service public. Les services publics et tous les services publics, la police en fait partie, évidemment. Mais quand on est de gauche, on part avec un certain handicap, parce que quand on est de gauche, on nous colle des étiquettes. On nous dit qu'on est forcément laxiste, complaisant avec les délinquants. À quel moment avons-nous laissé croire que nous pouvons tolérer que les classes populaires se fassent exploiter, comme c'est le cas, par les criminels? Personne n'est laxiste ici. C'est une rhétorique qui est assez classique chez la droite, et d'ailleurs dans une partie même des médias. Comment pouvons-nous tolérer l'exploitation des plus fragiles économiquement et socialement sans rien dire? Alors, suite aux fusillades de cet été, et après avoir fermé l'immeuble du Carrare, c'était, je le rappelle, une copropriété qui était gangrénée par le trafic de drogue et qui pourrissait la vie des résidents et résidentes de cet immeuble, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans de nombreux médias nationaux et même internationaux. Et un soir, sur BFM, où j'étais invitée, je ne connaissais pas l'émission, je ne regarde pas BFM, le bandeau de l'émission disait « La gauche trop laxiste ». Alors qu'il m'invitait justement pour venir parler de mon action résolue contre le narcotrafic. Cela, nous ne pouvons pas le tolérer, et je vous invite toutes et tous à vous saisir de ces enjeux qui, comme l'éducation, la prévention, le sport, la culture, l'écologie, doivent être au cœur de nos discours, de nos revendications, car nous ne pouvons pas laisser ce terrain. Nous sommes communistes et nous avons des choses à dire, ça a été rappelé, pour porter une vraie politique progressiste en matière de sécurité publique. Je tenais donc à remercier Fabien Roussel, cher Fabien, de t'être saisi de ces enjeux et de les porter nationalement. Tu as été d'ailleurs un des premiers à m'appeler au mois d'août, suite aux événements tragiques qu'on a connus sur la commune, et à m'apporter ton soutien et ton appui pour faire bouger les choses. Et je tiens à t'en remercier très chaleureusement. Pour conclure, et en tant que maire, je veux mettre en garde chacun et chacune sur la petite musique qu'on entend ces derniers jours concernant le glissement de mission entre la police nationale et la police municipale. Cette volonté qui est de donner plus de pouvoir aux policiers municipaux, d'autant plus quand l'État vient couper de plus en plus les financements aux collectivités locales. Si à Échirolles, nous avons mis les moyens pour nos agents et agentes de police, c'est bien à l'État d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur son territoire, et la police municipale ne saurait compenser toutes ces défaillances. La police municipale, elle doit demeurer une police de proximité, et elle ne doit pas se transformer en nouvelle police municipale, nationale. Pardon. Cela
nuirait à l'équité territoriale dont nous avons besoin, et réellement besoin, pour traiter ces problématiques de sécurité, des problématiques, je le répète souvent, qui dépassent les limites communales, puisqu'aujourd'hui, elles se répandent sur l'ensemble du territoire national, voire européen. Ne nous laissons pas piéger par le discours de la droite qui voudrait tout mettre sur le dos des communes et qui créerait des grandes zones de distorsion dans le traitement de la sécurité publique. C'est à l'État d'assurer ses responsabilités et à nous, communes, de faire notre job de cohésion des territoires. En tout cas, merci pour cette belle initiative et puis merci pour votre présence nombreuse ce soir. Et donc pour conclure ce tour d'horizon, je vais appeler celui qui nous fait l'honneur d'être sur notre agglomération pour cette belle journée qu'on a fait ensemble, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bien. Merci Jérémy, merci à vous toutes, à vous tous, je ne vais pas vous citer, ça a été fait. Et comme tout a été dit, je vais vous inviter à boire le verre de l'amitié et un vin chaud. Et hop là, non. Je rigole. J'ai pas fait tout ce déplacement et passer cette belle journée ici en Isère pour aller tout de suite boire un coup, même si on va en boire un quand même. Mais je voulais vous dire quelques mots. D'abord pour vous dire combien j'ai été touché par la rencontre que je viens d'avoir avec les salariés de Vancorex et des entreprises du coin. C'est à 10 minutes d'ici. Et j'avais besoin de venir voir, de les écouter, d'être à leur côté, de comprendre ce qu'ils produisent et les conséquences de la fermeture de cette entreprise. Je sais que l'industrie de la chimie, elle est importante chez vous, en Isère, ici dans votre département, dans votre région. Et que beaucoup de gens y travaillent, beaucoup de familles dépendent de cette activité. J'ai rencontré des jeunes là-bas qui travaillent, ouvriers ou ingénieurs. Il y a beaucoup de qualifications et beaucoup de métiers. Et cette entreprise, elle est en fait essentielle à beaucoup de filières stratégiques et industrielles de notre pays. Vancorex produit des matières premières, des molécules chimiques qui servent dans un tas de domaines et qui sont indispensables. Indispensables pour la peinture, les vernis, les solvants, mais aussi pour le carburant qui va dans Ariane Espace, aussi pour fabriquer les tubes pour le refroidissement de l'uranium dans nos réacteurs nucléaires. Sans Vancorex, sans ses salariés, sans leur savoir-faire, sans leurs machines, eh bien, ces filières spatiales, nucléaires, ou tous ces secteurs qui travaillent notamment dans le bâtiment, eh bien, ne pourraient pas avoir ces produits, sauf à les importer de l'étranger. Et alors là, franchement, avoir une industrie nucléaire ou spatiale qui dépend de puissances étrangères, c'est inconcevable. Quand on est une nation, un pays comme le nôtre, avec justement la recherche spatiale qui est importante, cet atout stratégique que l'on a avec l'énergie nucléaire, nous ne pouvons pas dépendre de pays, de puissances étrangères. Il y a une exigence de souveraineté sur cette production de matières chimiques. C'est une question d'indépendance pour notre pays. C'est le seul moyen de garantir justement que ces filières puissent se développer. Et donc, nous ne pouvons pas laisser cette entreprise fermer. Or, l'actionnaire est un actionnaire étranger, détenu à 100% par la Thaïlande. Ils sont partis. Il n'y a pas moyen de faire pression sur eux. Il n'y a plus qu'une seule solution. Ils m'en ont convaincu. Oui, il faut nationaliser Vancorex et le faire rapidement. Rapidement. Pourquoi? Parce que derrière Vancorex et ses 450 emplois et l'importance des produits que l'on y fabrique, il y a derrière toute une série d'entreprises
ici, mais aussi à Jarry, mais aussi la mine de sel dans la Drôme, mais aussi des entreprises dans la Loire, partout. Il y a près de 5000 emplois concernés. 5000 emplois concernés, directement ou indirectement, par Vencorex. Si la source se tarit, si Vencorex ferme, toutes ces entreprises derrière sont directement menacées, directement. Et donc oui, il y a urgence à ce que l'État intervienne et nationalise. Et la deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des filières stratégiques pour notre pays, comme l'aérospatiale et le nucléaire, qui ne doivent pas dépendre de puissances étrangères, et pour laquelle la nation, la France, doit rester souveraine. Et c'est la raison pour laquelle la nation, la France, doit pouvoir prendre le contrôle de cette entreprise pour pouvoir garantir sa survie. Et parler de nationalisation, ce n'est pas un gros mot. Et d'autres l'ont fait avant nous. Et pas forcément de gauche. Monsieur Sarkozy, à son époque, dans un éclair de lucidité qui a pu lui arriver, il a nationalisé partiellement Alstom qui était menacé. Et pas seulement pour le ferroviaire, parce qu'il y avait un enjeu lié justement à la production des turbines nucléaires. Et bien de la même manière, aujourd'hui, nous demandons solennellement au Premier ministre, M. Barnier, de nationaliser temporairement Vencorex pour maintenir cette entreprise ici en France, ainsi que les savoir-faire qui en dépendent et tous ces emplois qui sont si importants. L'autre chose que je veux vous dire derrière Vencorex et cette industrie, c'est qu'il y a beaucoup de filières industrielles qui sont aujourd'hui menacées. Je viens de parler de Vencorex et la chimie, mais il y a aussi l'automobile, il y a aussi le médicament, c'est la chimie aussi, vous me direz, Sanofi, les Michelin dont vous avez entendu parler, Auchan, la grande distribution. Il y a des plans sociaux, des plans, on ne dit jamais des plans sociaux, parce qu'un plan il n'est jamais social, il est terrible. Ces plans de licenciement terribles qui tombent en cascade. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'emplois concernés directement et derrière des sous-traitants qui seront impactés et ce sera terrible derrière. Nous demandons au gouvernement d'agir et d'agir rapidement pour éviter cette casse de notre outil industriel. Nous avons déjà perdu trop d'emplois en matière d'industrie et nous dépendons du coup déjà de beaucoup de pays et on l'a vu pendant le Covid avec les médicaments. Il est important d'agir. J'ai dit qu'il y avait un outil qui était la nationalisation temporaire. Et d'ailleurs, quand je dis temporaire, c'est que l'État n'a pas vocation forcément à être une entreprise publique sur ce secteur durant des décennies. Mais il peut nationaliser temporairement le temps d'intéresser un industriel français. Et par exemple, Arkema pourrait être cet industriel français qui, lui, a besoin de la matière première de Vencorex. Et donc, Arkema a les reins solides pour pouvoir le faire. Mais nous avons besoin d'une industrie en France qui puisse fonctionner et on ne va pas tout nationaliser non plus. Et derrière les plans de licenciement de Michelin, de Sanofi, de Auchan, de Carrefour, eux, derrière ces groupes, il y a des actionnaires qui gagnent beaucoup d'argent. Les licenciements qu'ils font en ce moment sont des licenciements abusifs, boursiers, pour gagner encore plus d'argent. Ils tuent des familles, ils tuent des emplois, ils tuent des territoires en ayant touché de l'argent public. Il est urgent d'agir et ce que nous proposons par un texte de loi que nous déposerons la semaine prochaine avec le groupe GDR et mon collègue Yannick Monet de l'Allier, c'est une loi visant à interdire les licenciements boursiers. Tout groupe qui distribue des dividendes doit être interdit de licencier en France. De telles dispositions existaient il y a même quelques années. Et c'est depuis une dizaine d'années qu'une série de lois a détricoté le droit du travail et le droit du licenciement. Les salariés et leurs représentants, les syndicats, n'ont quasiment plus de pouvoir dans les entreprises pour s'opposer à ces plans de licenciement. L'État laisse faire, et même l'État s'est privé de pouvoir agir en autorisant des plans de licenciement, des PSE,
au nom de la compétitivité du groupe à l'étranger ou au nom de sa réorganisation interne. Et c'est à ce titre que Auchan et Carrefour aujourd'hui ferment des magasins et licencient. Nous ne pouvons plus l'accepter. Michelin a fait 3,6 milliards de bénéfices, distribué 1 milliard de dividendes. Il ne doit pas fermer ses 2 sites de Vannes et de Cholet, et cette loi l'interdira. De la même manière, Auchan a acheté 98 magasins Casino. Il a mal dépensé son argent. Il a quand même fait 120 millions d'euros de bénéfices en 2024. Et il ne doit pas licencier 2400 salariés. Et je pourrais faire la même chose et les mêmes démonstrations avec Carrefour, Sanofi et d'autres groupes. Nous disons, nous, au Parti communiste français, que quand il y a des grandes entreprises qui fonctionnent, quand il y a une industrie dont nous avons besoin, quand il y a des savoir-faire et des machines qui nous sont indispensables, nous devons agir, nous, l'État, sur ces entreprises. Nous devons nous réapproprier notre outil de travail. Et la réappropriation des moyens de production, c'est le combat du Parti communiste français, c'est le socialisme à la française, et c'est ce que nous défendons pour la France. Et on me dit, ah bon, M. Roussel, vous exagérez, vous voulez encore qu'il y ait une économie administrée, comme si c'était un gros mot. Mais bien sûr que je veux une économie administrée, parce qu'aujourd'hui, l'économie, elle est dans les mains de quelques actionnaires, de financiers, de banquiers, et ils se moquent éperdument de nos vies, de la situation de nos territoires, de la désertification que nous subissons dans de nombreux territoires ruraux. Alors oui, l'État doit reprendre la main sur ces entreprises, et s'il le faut, ce sera une économie administrée, avec des pouvoirs nouveaux pour les syndicats et le droit de veto dans les entreprises. Oui, nous le défendons avec fierté. J'ai parlé d'industrie et je finirai par les services publics. Il ne peut pas y avoir de république qui fonctionne sans garantir un emploi à chacun de ses concitoyens, de ses concitoyennes. Je pense à chacun de nos jeunes qui sortent de l'école avec des diplômes. Certains sont là, j'ai parlé avec eux. Ils sont en alternance, par exemple. Ils travaillent, ils apprennent, ils vont sortir avec des diplômes. Et je souhaite, je demande à ce que chaque jeune qui sorte de l'école soit garanti d'avoir un travail correspondant à ses compétences et un niveau de salaire correspondant à sa formation. Ce que nous voulons dans notre République, c'est ça. C'est garantir un avenir à chacun de ces jeunes. Leur garantir un emploi. Il y a des gisements d'emplois incroyables dans l'industrie si nous relocalisons notre industrie et nos entreprises. Et c'est ce que nous proposons. Et il y a un gisement incroyable d'emplois aussi dans les services publics. Regardez tous ces personnels qui manquent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos communes, pour accompagner les personnes âgées, pour les aider. Il y a des gisements d'emplois incroyables. Autant d'emplois qui pourraient être proposés aux jeunes, en les formant, en les payant pendant leur formation, avec des vrais niveaux de salaire, et en leur demandant en retour qu'à l'issue de leur formation, quand ils ont leur diplôme, qu'ils travaillent pour 10 ans, 15 ans dans les services publics. Nous pouvons le faire, c'est un contrat que nous passons avec eux. Il y a un service public qui nous préoccupe particulièrement et dont ont parlé mes amis juste avant. C'est celui de la tranquillité publique, celui de la sécurité collective, celui qui garantit à chacun de pouvoir vivre tranquillement sans avoir peur de sortir de chez soi, sans avoir peur que son enfant qui revient du collège ou du lycée ne soit agressé ou violé, sans avoir peur que sa voiture soit abîmée, que son magasin soit dépouillé. Vivre en sécurité en République, c'est quand même un droit minimum que nous devrions garantir à chacun. Or, c'est vrai, ça a été dit, les différentes politiques qui ont été menées ces dernières années, et notamment par la droite, ont complètement habillé ce service public de la sécurité. Complètement. C'est M. Sarkozy, encore lui, me direz-vous. Mais oui, c'est lui, qui a supprimé 15 000 emplois dans la police nationale. 15 000 emplois quand il était président de la République. On ne les a jamais récupérés. Jamais. C'est le même qui, pendant sa présidence,
a supprimé 15 000 emplois dans les douanes pour sécuriser nos frontières. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, effectivement, dans nos villes, dans nos villages, qu'il n'y ait pas assez de moyens humains, de gendarmes et de policiers pour assurer la sécurité de plus? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas autant de marchandises illicites, de drogue qui arrivent d'Afrique du Nord ou d'Amérique latine dans notre pays quand il n'y a personne pour contrôler nos frontières et faire en sorte que ces marchandises restent dehors? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les trafics de drogue, les trafics d'armes et les trafics d'êtres humains se développent comme jamais dans notre pays. Nous l'entendons de partout. Et les premiers à dire c'est inadmissible, on va se battre, serait la droite, serait M. Retailleau, mais il est responsable de la situation dans laquelle on est. Ce sont eux qui ont abîmé notre pays, fracturé, et qui fait qu'aujourd'hui, des points de deal se sont installés et développés dans nos communes. Alors oui, nous allons prendre la tête de ce combat. Nous allons prendre la tête de ce combat à gauche. Nous allons prendre la tête de ce combat dans tout le pays. Et je souhaite en faire un combat de tous les républicains, quelle que soit notre couleur politique. Garantir la sécurité de chacun et de chaque famille doit tous nous unir dans la diversité de nos opinions. Qu'ils y mettent les moyens, qu'ils embauchent des policiers, des gendarmes, des douaniers, des enquêteurs, qu'ils donnent des moyens à la protection de la jeunesse et de l'enfance, des moyens à nos tribunaux. Et vous allez voir que l'on va vite régler ces points de deal et qu'il n'y en aura plus dans nos communes. Faisons du combat de la sécurité publique un combat de la République et de tous les républicains. Voilà ce que j'appelle de mes vœux ce soir, ici dans votre commune. Se battre pour la protection de chacun, de chacune, c'est se battre aussi contre ceux qui profitent de ce système et qui blanchissent l'argent. Il n'y a pas que des dealers et des délinquants dans les rues. Il y a des délinquants en col blanc qui profitent de ce système et de l'argent sale. Il faudra eux aussi leur mettre la main au collet et que ceux qui trafiquent, qui blanchissent, qui délocalisent l'argent dans les paradis fiscaux soient sévèrement condamnés. Il n'y aura pas de justice forte pour les faibles et faible pour les forts. Les délinquants en col blanc en prison comme tout le monde. Et bien sûr que cette politique pour la sécurité publique, elle passe forcément par des moyens nouveaux que nous voulons pour notre pays. Il faudra débloquer de l'argent public. Il faudra former des policiers, des gendarmes, des douaniers, des enquêteurs. Il n'y a pas seulement que de faire de la surveillance dans les quartiers. Il faut remonter les filières, il faut surveiller, il faut enquêter. Ça prend des semaines, ça prend des mois. On a besoin de cadres, d'enquêteurs dans la police qui formés à ces métiers-là. Et donc ça nécessitera des moyens. Il faudra les mettre. Et nous avons préparé un plan avec une série de propositions, avec des chiffres précis. Nous avons travaillé à ça depuis plusieurs semaines, et depuis que j'ai pris contact avec Amandine Demort, nous nous sommes réunis avec plusieurs maires de différentes régions de notre pays pour établir ce programme que nous voulons pour notre République et pour la sécurité de tous. Nous irons le présenter au ministre de l'Intérieur début janvier prochain. Et je dis le ministre de l'Intérieur parce que je ne sais pas qui ce sera. J'espère que ce sera un bon. Et qui débloquera les moyens que nous attendons. En tout cas, nous allons mener ce combat. La prochaine étape, c'est donc d'aller ensemble en délégation au ministère de l'Intérieur pour demander à ce que dans les communes, il y ait les moyens qu'il faut pour pouvoir lutter contre ces trafics. Et nous dirons clairement à ce ministre de l'Intérieur, et on verra qui c'est, que ça ne peut pas reposer sur la police municipale. Ça ne peut pas reposer sur les seuls moyens d'une collectivité. Quand bien même elle met de la police municipale, même armée, quand bien même elle met des caméras partout. Et je respecte les maires qui le font et qui répondent à des attentes de leur population. Mais ça ne suffira pas. Et c'est impossible de demander cela aux maires quand dans le même temps, ces mêmes ministres baissent les dotations aux collectivités et leur suppriment des moyens. Mais comment voulez-vous qu'ils fassent? C'est impossible. Nous voulons, nous, au contraire, que l'État assume toutes ses responsabilités et qu'il
agisse en conséquence et que lui garantisse la sécurité de tous et qu'il laisse les maires avoir leurs propres moyens locaux pour gérer les incivilités du quotidien. Et c'est ce à quoi doit servir notamment une police municipale. Et c'est ce que nous demanderons avec force. J'espère qu'à l'issue de cette rencontre, vos élus et Amandine reviendra ici avec la garantie d'avoir un commissariat de plein exercice et des pleins droits pour Échirolles et le sud de Grenoble. C'est important et indispensable. Et nous mènerons ce combat ensemble, Amandine, et avec l'ensemble des parlementaires qui se mettront à ton service pour mener ce combat ici dans ton territoire. Voilà ce à quoi aussi une force politique peut servir quand elle se met au service de l'intérêt général. Ce combat, vous l'avez vu, il est important parce qu'on ne peut pas vivre dignement, vivre heureux, quand en même temps on a peur pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, ses grands-parents, les personnes âgées. Donc on a besoin de pouvoir vivre en sécurité, c'est le minimum. Et donc je finirai par ces mots pour vous dire que le combat du Parti communiste français, c'est le combat du travail, c'est le combat pour que chacun puisse avoir un travail, mais c'est surtout le combat pour la dignité humaine, pour le respect de la dignité humaine. L'humain restera toujours au cœur de notre projet de société. Vivre heureux et garantir le bonheur pour toutes et pour tous doit être un objectif commun qui doit tous nous rassembler. Nous avons toutes les richesses dans notre pays permettant de vivre heureux. Nous avons tout autour de nous, nous permettant de pouvoir nous épanouir dans notre beau pays. Nous avons tout ce qu'il faut autour de nous. Et vous, quand je vous vois ici, là, au cœur de cette vallée, avec ces belles montagnes autour, je dis, mais quelle chance vous avez, moi qui vis dans un plat pays, avec des frites et de la bière. Et vous, ici, qui avez la chartreuse et les bons vins rouges. Nous avons tout pour vivre heureux. Alors battons-nous pour le bonheur commun. Voilà ce à quoi vous invite le Parti communiste français. Rejoignez-nous, unissons-nous et battons-nous pour le bonheur commun. Merci à vous. On vous invite à prendre le verre de l'amitié ou une bonne soupe bien chaude préparée avec amour par les camarades de Fontaine. Non mais ça va.